formation. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Frédéric Rupli, j'ai la joie de présider XMP Entrepreneur pour un début de 6e année consécutif. Et c'est avec beaucoup de joie que je vous accueille tous pour cette soirée qui est notre première soirée de cette année scolaire. C'est l'occasion pour moi de vous donner 2-3 mots sur ce que c'est que XMP Entrepreneur, ce que nous faisons et la façon dont nous fonctionnons. Nous sommes une association au service en premier lieu des anciens élèves de nos 3 écoles X, M et P que vous avez reconnues, et puis plus largement au service de tous ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et qui à un moment donné ont poussé l'une de nos portes et ont choisi de rejoindre nos rangs. Notre population, elle est faite de futurs créateurs, de futurs repreneurs et de chefs d'entreprise qui ont déjà créé ou repris, mais que nous ne voulons pas laisser tout seuls dans la nature et que nous nommons les heureux membres de notre club accompagnement. Donc nous avons 3 clubs, un club créateur, un club repreneur et un club accompagnement. Et à chacune de nos 3 populations, nous essayons d'offrir un peu de divertissement utile pour leur projet ou la conduite de leur entreprise. Et le divertissement utile, ça commence d'abord par les accueillir, faire en sorte qu'ils soient accueillis, quiconque frappe à notre porte puisse trouver une réponse, être accueilli dans un minimum une réunion mensuelle, si c'est le mode opératoire de chacun de nos clubs en général, c'est d'avoir une réunion mensuelle, et plus si affinité, ça peut être un accueil en one-to-one, ça peut être une rencontre avec un de nos animateurs, pour commencer à percer les mystères de l'entrepreneuriat tel que nous pouvons le prodiguer. Première mission, donc, être accueilli. Notre seconde mission, c'est de rayonner, faire en sorte que chacun de nos 3 clubs, créateurs, repreneurs, accompagnement, rayonne, et c'est typiquement l'objet de ce type de soirée. Ce soir, nous sommes là pour rayonner, inviter des témoins de renom qualité et les inviter à rayonner et à faire rayonner l'entrepreneuriat. Notre 3e mission que nous offrons aux membres de chacun de nos clubs, c'est d'être formés, de leur offrir une formation. C'est ainsi que nous avons monté, il y a de nombreuses années, une formation à la reprise d'entreprise, plus récemment une formation à la création d'entreprise, et nous sommes ouverts à enrichir encore notre catalogue de formation. C'est notre 3e mission. Et la 4e mission, c'est ensuite d'accompagner chacun sur son chemin, qu'il soit futur créateur, futur repreneur ou sur le chemin de l'accompagnement. Accueillir, rayonner, former, accompagner, voilà notre vocation au service de chacun de nos 3 clubs. Ce soir, c'est donc une soirée Club des créateurs. Cette soirée a été conçue, imaginée, organisée, et un super casting a été pour vous constitué par notre Club des créateurs. Et je suis heureux de passer la main maintenant à Didier Carré. Didier est président de l'Institut G9+. C'est à une personnalité comme Didier qu'il revient de traiter ce thème de haut vol, et je vous le dis tout de suite, qui me dépasse un petit peu, la révolution du no-code, comment faire en sorte de garder la main sur nos données, compte tenu de la diversité des profils de ceux qui pourraient être amenés à s'en emparer et à les utiliser. Voilà donc le thème qui vous est proposé pour cette réunion. Cette réunion verra se succéder successivement 4 intervenants, Didier va vous les présenter, et à l'issue et ou pendant, ça va être aux organisateurs de le décider, vous n'hésiterez pas à nous poser des questions, soit directement en prenant la parole sans couper la parole aux interlocuteurs, soit à travers l'outil de chat, à minima pour tous ceux qui sont à distance, vous avez un outil de chat qui vous permet de prendre des questions et nous ferons en sorte de les relayer auprès des intervenants. Je vous précise, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle pour ceux qui étaient connectés dès le début que cette séance est enregistrée. Nous faisons en sorte que les soirées que nous organisons, soient enregistrées et soient ensuite accessibles au plus grand nombre via ce que j'appellerais la mini-chaîne YouTube XMP Entrepreneur. Et donc sur cette mini-chaîne YouTube que nous avons mise en service depuis le début du Covid, nous essayons de faire une captation vidéo, mais je vous rassure, c'est essentiellement l'audio qui est intéressant. La vidéo est faite avec nos petites caméras et n'offre pas une qualité cinématographique forcément exceptionnelle. Mais à minima, vous pouvez avoir accès à toutes nos soirées via la chaîne YouTube XMP Entrepreneur que vous trouvez directement sur YouTube. Bienvenue à la révolution du no-code. Et maintenant, je passe la parole à Didier Carré.
Bonjour à toutes et à tous. Merci tous d'être venus en ligne et ici. Bon, c'est vrai que quand on parle de numérique, on a souvent cette réaction, on a peur d'être dépassé. Et justement, on va essayer de vous démontrer aujourd'hui avec le no-code, justement, tout le monde peut être impliqué et peut agir. Alors, on va le faire sur 4 angles différents. Il y aura un premier angle qui est fondamental, qui est trop souvent oublié, c'est la donnée, et qui sera couvert par Vincent Fage-Gouillou, qui est, alors je vais traduire en français, c'est directeur de la gestion de produits pour l'Europe et le Moyen-Orient et l'Afrique chez Denodo. Donc il expliquera un peu qu'est-ce qu'est Denodo. Mais c'est une entreprise que je connais depuis longtemps et qui m'avait toujours très impressionné pour ce qu'elle faisait dans la data. Donc ça, c'est un premier point, ça c'est le socle indispensable. Mais là-dessus, derrière, il y a notre camarade Jean-Christophe Boiramé qui va Baramoué, pardon, excuse-moi, Bouramoué. Bourramoué, excuse-moi, je écorche Voilà. ton nom. Tout le monde peut s'appeler Carré, c'est... Inattaquable comme argument. Ouais, ça, ouais. Encore que. Et qui va nous expliquer, parce que la data, c'est bien, mais il y a une utilisation du no-code qui est extrêmement intéressante, c'est mettre à disposition des outils de qualité de données au métier. Et il expliquera pourquoi c'est si bien que ça. Je ne veux pas déflorer le sujet. Toutes ces données-là, à quoi ça peut servir? Ça peut servir déjà à faire des tas de processus, comme on verra, qualité de données, reporting, etc. Mais en fait, la finalité qu'on essaie tous d'avoir, c'est faire de l'intelligence artificielle, éventuellement de l'intelligence artificielle générative, ne pas mélanger tout ça. On fera bien attention, moi je serai vigilant, pas mélanger. Il y a l'IA générative, et Andion, qui est senior sales engineer, donc ingénieur expérimenté chez Alteryx, nous montrera comment les métiers peuvent mettre en œuvre réaliser leur propre modèle en agence artificielle et mettre en œuvre l'IA générative sans faire de code non plus. Et enfin, je vous parlerai de la partie mise en place, accompagnement, enjeux, difficultés qu'on peut voir dans le no-code, parce que il y a des choses qui sont bien. Ce qu'il faut, c'est bien s'organiser pour que ça se passe bien et qu'on ait de meilleurs résultats possibles dans l'entreprise, à tout point de vue. Eh bien, sans plus attendre, Vincent. Merci beaucoup. Donc, Alors, tu as un quart d'heure pour les questions-réponses. On s'est mis d'accord. Voilà, on s'est mis d'accord pour les questions-réponses. S'il y a quelque chose qui vraiment vous comprenez pas, là vous êtes largué, un acronyme, n'importe quoi. Là, faut pas hésiter. Faut interrompre immédiatement et on éclaircit. Par contre, ce qui est des questions autres que ça, vous les gardez pour la fin. Pour pas toute la fin d'ailleurs. On va comme ça, on va enchaîner les présentations. Donc, Très bien. 10 minutes, mais pas plus d'un quart d'heure. Non, mais je prendrai un quart d'heure. Bon, merci à tous. Merci de m'accueillir. On m'a parlé de divertissement, donc je vais essayer de vous divertir avec la donnée. Donc, comme on m'a présenté, je suis responsable du produit chez Denodo. Denodo, c'est un éditeur de logiciels à l'origine qui est espagnol et qui est maintenant de droit américain, comme toute société qui se doit dans la data. Et donc, mon rôle, en fait, essentiellement, c'est de faire le pont entre nos clients, mais aussi nos partenaires technologiques, qui incluent notamment ces deux autres partenaires, et la R&D. Donc en fait, en pointillé, je reporte à notre CTO. J'ai été moi-même entrepreneur dans le passé, donc je sais ce que c'est qu'entreprendre. La seule chose que j'ai suivante, ça n'a pas été mon produit, c'est la société, donc pour plein de raisons, on peut en parler après. Et aujourd'hui, donc ça fait 6 ans que je m'occupe de Denodo et on est dans la data. Et avant de commencer, on parle de beaucoup de no-code, mais il faut comprendre que quand un petit peu pour que tout le monde puisse bien sûr voir derrière. Bien sûr. Donc quand on parle de no-code, avant de commencer à parler de no-code, il faut comprendre que quand même malgré tout dessous il y a du code. Et si on regarde un petit peu à quoi ressemble l'écosystème data des entreprises, tout le monde a un peu de tout. Donc on a tous des sources de données. On a des sources de données qui sont dans des bases relationnelles, qui sont dans des fichiers Excel. Il y a beaucoup de données dans Excel, énormément. Des données qui viennent de RP, qui viennent de cubes multidimensionnels. Ça, c'est plein d'acronymes, plein de gros mots qu'on utilise souvent. On parle beaucoup de big data.
Donc, on parle de data lake, il y a plein de technologies qui arrivent, on parle de massively parallel processing. Il faut avoir connaissance, il faut se rendre compte qu'on a besoin de toutes ces technologies en dessous. Puis, il y a des données qui viennent du cloud, des données qui sont en SaaS, des applications en tant que service. Et ces applications, on parle de Salesforce, on parle de Workday, fournissent des données. Et ce sont des données qui sont utiles pour notamment créer des tableaux de bord de gestion. Et puis tout ça, il faut comprendre que on les avait avant dans des centres de données, on les a mis dans les machines virtuelles, on les a dans le cloud, on les a dans plein de cloud. Donc en fait, on en a partout. Et c'est le quotidien des services informatiques, c'est ce qu'on doit gérer. Et en face de ça, on a des métiers qui, eux, se posent des questions sur la qualité de données, sur la gouvernance. Donc on va arriver avec des produits, et avec les produits, on va vouloir se connecter aux sources de données. Et on va avoir besoin faire du code, de pouvoir se connecter. Et c'est un vrai enjeu, donc il faut trouver des sachants, il faut trouver des développeurs qui savent se connecter aux sources de données. Puis souvent, on dit on a un protocole, on sait se connecter. Puis ensuite arrivent les data scientists, eux, c'est un peu les bricoleurs. D'ailleurs, la semaine dernière, on avait le salon du big data à Paris. C'est un peu le salon du bricolage. On a tous un problème, on veut créer une solution data, mais et on va voir quel est le meilleur outil. Et c'est vraiment comme ça que je le vois. Et les data scientists, généralement, ils passent 80% de leur temps à essayer d'intégrer de la donnée et 20% de leur temps à créer des modèles. Donc, en fait, on les paye pour pas créer de la valeur. Et puis ensuite, les modèles, il va falloir les entraîner à faire du machine learning, il va falloir entraîner les modèles de langage large. Et puis sous ça, ensuite, on va devoir le croiser avec d'autres données opérationnelles pour pouvoir faire des tableaux de bord pour que finalement les métiers puissent prendre des bonnes décisions sur la conduite du numérique. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on retrouve dans tous les grands groupes, dans toutes les entreprises. C'est de la tuyauterie. On est plombier. Moi, je suis moi-même plombier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès que la direction informatique décide, par exemple, de moderniser les infrastructures, de changer un système, on va migrer vers le cloud. Hop, on migre tout vers le cloud. Tout ça, tout de suite, ça implique 20 plus applications métiers, des centaines d'utilisateurs. Et puis inversement, les métiers ont besoin de plus en plus de créativité. On a besoin de consommer de sources de données externes. Il y a de plus en plus de systèmes. On parle de partage de données. On parle de l'open banking. Quand on fait de l'open banking, en fait, c'est du partage de données pour pouvoir intégrer ces sources de données. Encore une fois, il faut des ressources techniques pour nous aider. Et donc, c'est là où on voit qu'on a classiquement des frictions entre les différentes unités. Et en fait, on se dit, mais si on avait une technologie qui nous permettrait d'accéder à toutes ces sources de données, sans avoir à les déplacer, sans avoir à les répliquer, de gérer de façon centralisée un modèle sémantique, d'être en mesure de mettre en place des politiques d'accès, des règles de sécurité, de protection des données, parce qu'on parle aussi de souveraineté, on parle beaucoup de souveraineté, de data protection. Et si on pouvait livrer ces données de façon standardisée, au travers d'interfaces classiques dans des outils de visualisation tels que Tableau, Power BI. Et aussi, on parle beaucoup de services, de data services, donc d'API, là c'est un gros mot, d'interfaces de connexion. Et puis aussi au travers d'une interface ou un data mart de services opérationnels, ce serait idéal. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on fait chez Denodo. Chez Denodo, on est un outil de connexion, d'introspection des sources de données qui va vous permettre de créer un modèle relationnel, un modèle logique en no-code sans avoir à répliquer les données. Et en fait, on a une 4e génération de moteurs d'exécution de requêtes sur des sources distribuées et on a 25 ans de propriété intellectuelle de R&D sur l'optimisation, l'accélération des requêtes dans ces environnements distribués. Et on va livrer ces données aussi à des utilisateurs métiers au travers d'une interface web qui va permettre de créer une sorte de marketplace où les utilisateurs vont pouvoir aller chercher des data products, puisqu'on parle de data products, pour consommer ces données. Si on regarde un petit peu ce qui se passe aussi, on voit que on reconnaît qu'on produit de plus en plus de données, donc c'est exponentiel. On multiplie par 10 depuis d'ici 2025 la quantité de données qu'on va produire. On a de plus en plus de sources de données, même si on essaie de bouger vers le cloud, on va vous dire tout sera dans Azure, tout sera dans Google ou dans Amazon, mais en fait tout sera morcelé dans différents systèmes de stockage et de gestion. En fait, on ne fait que déplacer le problème. Il faut être en mesure de gérer une myriade de sources de données, donc c'est des problèmes de gouvernance. Et puis ensuite, on a des utilisateurs qui sont de moins en moins techniques et qui ont besoin de plus en plus de consommer de la donnée. Et donc, il va falloir pouvoir adresser des utilisateurs techniques. Donc, en fait, si on traduit tout ça, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un besoin d'avoir des technologies big data, donc de permettre de donner accès aux technologies big data pour des utilisateurs métiers, des utilisateurs métiers qui n'ont pas connaissance de la technologie sous-jacente, donc il faut faire abstraction de cette complexité. Pour pouvoir aider des utilisateurs métiers, il faut notamment faire appel à l'intelligence artificielle pour nous permettre d'avoir une interface humaine ou non technique
pour accéder aux données. Et puis ensuite, il y a des vrais sujets de gouvernance. Donc, on va entendre parler de plein de gros mots. Vous allez entendre parler de Logical Data Warehouse. Vous allez entendre parler de Data Fabric. Donc, Data Fabric en anglais, la fabrique, c'est le tissu, c'est le maillage fin. On a beaucoup parlé de Data Mesh. On parle aussi de Data as a Service. Pour moi, c'est que des gros mots. On fait ça depuis des années, mais maintenant, on met un nom dessus. Donc, le Data Mesh, ça consiste à mettre à disposition des données et à mettre à disposition des capacités de traitement de façon à ce que le consommateur n'ait pas à se soucier du traitement de la donnée, on le fait pour lui dans le cadre d'un service. Donc en fait, c'est une approche un peu objet avec un service associé. Et en fait, si on regarde ce qu'on fait chez Deloitte, nous on utilise une technologie qui s'appelle la virtualisation de données, qui va nous permettre déjà d'intégrer toutes les sources de données, donc quel que soit le format, quelle que soit la technologie, de gérer de façon centralisée les règles de gouvernance et les règles de gestion, et de mettre à disposition des données pour la consommation. Donc, en parlant de data, il faut comprendre que quand il y a de la data, même s'il y a du no-code au-dessus, il y a quand même du code en dessous et qu'il faut pouvoir utiliser les technologies. Donc, en fait, si on a une couche d'abstraction qui va nous permettre de virtualiser, de gérer un modèle sémantique, de livrer la donnée de façon sécurisée, donc en appliquant des règles de sécurité, donc on parle beaucoup de sécurisation de la donnée, notamment avec du chiffrement. On pourra en parler après, il y a plein de technologies de chiffrement qui arrivent, du chiffrement post-quantique, mais aussi de gérer des modèles de sécurité qui ne consistent pas uniquement à donner des permissions, mais aussi à appliquer des règles liées, par exemple, à des contextes. Si vous vous connectez en dehors de l'Union européenne à un jeu de données, vous pouvez ne pas avoir droit à ce jeu de données, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'attribute-based access control. Et puis ensuite, le MPP, c'est un autre gros mot, c'est Massively Parallel Processing. C'est les technologies qui vont vous permettre de traiter en parallèle des données Big Data. Et par-dessus, on va fournir un design studio qui est un outil qui va permettre de créer un modèle logique avec une interface graphique en low-code, low-code. On va avoir des outils pour les administrateurs et ensuite, il faut comprendre que tout cet écosystème pour gérer la donnée va vous demander de pouvoir mettre en place des flux de transfert de données, de partage de données, mettre à disposition un catalogue de données, exposer ces données au travers d'interfaces SQL, donc le modèle de requêtage. Pour les data scientists, leur donner un point d'entrée pour faire leur marché et récupérer leurs sources de données, et pour pouvoir ensuite exposer ces données sous forme de service à des applications au travers de l'API. Donc un petit peu, c'est un petit peu l'écosystème de la data. Il faut comprendre que tout ça existe dessous et qu'il faut se doter des bonnes technologies. Et les différentes technologies qui existent, il y a des technologies de déménagement qui vont faire de l'ETL, donc de l'extract, transform and load de data. Il y a des technologies en temps réel avec du message qu'on va appeler de l'ESB, de l'Enterprise Service Bus, pour donner un autre gros mot, qui consiste à passer des messages très rapidement, et puis une technologie qui est aussi la virtualisation de données. Donc, quelque part, c'est différentes approches pour gérer les données. Et quand on travaille avec des données, je voulais juste poser un mot sur l'intelligence artificielle et la GenAI, donc, mais pas à l'assistance et au no-code, mais comprendre en fait comment fonctionne la GenAI et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'attentes sur la GenAI. Tout le monde, tous les vendeurs vont parler de GenAI, nous les premiers. Et c'est un petit peu une boîte noire, c'est magique. Il y a un effet waouh qui est indéniable. Ça permet ça a un potentiel énorme pour en termes de mobilisation des connaissances. Il y a une interface qui est telle qu'on interagit avec un humain. Le problème, c'est que par rapport à la réalité, les métiers ont des attentes très très fortes. Souvent, il y a une faible connaissance ou une faible compréhension de la part des métiers de ce que peut faire et ce que peut apporter l'intelligence artificielle. Et par nature, les modèles de langage large ont une nature un peu ivre. Donc, mais vraiment, hein, c'est-à-dire que. Et pourquoi ça a une nature un peu ivre? Parce que en fait, d'abord, dans le cadre de l'entreprise, l'intelligence artificielle n'a pas de connaissance de vos données d'entreprise. Donc, c'est un vrai sujet. L'intelligence artificielle, c'est une machine à plagiat. Elle va rien inventer. C'est une machine à hallucination. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait des corrélations avec des vecteurs à plusieurs milliers de dimensions. Et donc, on peut forcément que trouver des... je connais pas le terme en français, le approximate neighbor, qui est l'élément le plus proche. Merci. Oh, purée. Merci. Et puis ensuite, lorsqu'on entraîne une intelligence artificielle, l'intelligence artificielle est entraînée à un moment donné. C'est-à-dire qu'on l'entraîne finalement, dès qu'on l'a entraîné,
la réponse, elle nous est donnée sur le passé. Il n'y a pas d'accès à la donnée en temps réel et à la donnée d'entreprise. Et donc, cependant, ça a plein de potentiel pour arriver à le dompter. Et donc, en fait, ça demande quoi dans le domaine de la donnée? Ça demande d'abord d'avoir une vue sémantique, un modèle cohérent. Donc, je parlais de modèle sémantique sur l'ensemble de ces données d'entreprise. Ça demande d'avoir surtout des métadonnées enrichies de qualité. Donc, c'est pas de connaître sa donnée, mais c'est de connaître le type de données qu'on a, de connaître. Et donc, c'est là où on a besoin d'autres outils aussi pour introspecter, notamment pour créer son catalogue de données. D'avoir une gouvernance qui est assez, et donc on en parlera tout à l'heure, un accès en temps réel à la donnée, et puis de pouvoir vérifier les réponses de l'intelligence artificielle. C'est vraiment important. Et de donner un accès protégé. Parce que si on entraîne un modèle de langage large avec de la donnée, on perd toutes les notions de sécurité, et alors qu'il faut les mettre en œuvre lorsqu'on livre des réponses venant de l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, si on regarde, si on veut poser une question à un modèle de données, comment? Il y a une IA qui voulait intervenir. Ah, j'ai raté quelque chose. Regarde là. On va refuser ou on accepte? Moi, je veux bien. Hein. Si on veut poser une question, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour poser une question? On a deux choix. Soit on entraîne l'intelligence artificielle avec l'intégralité des données. Quand on parle de big data, c'est impossible. Ça a un coût de GPU de compute. Soit on entraîne l'intelligence artificielle avec les métadonnées. Et donc ça, c'est très léger, puisque les métadonnées sont très légères. Et donc c'est ce qu'on appelle faire du RAG, Retrieval Augmented Generated AI. On va charger une petite base vectorielle. On va pouvoir trouver, lorsqu'on pose la question, les éléments du modèle de données les plus proches et utiliser l'intelligence artificielle générative et générique pour pouvoir lui demander de générer une requête SQL, l'exécuter et obtenir une réponse et pouvoir avoir une réponse qui est augmentée. Et donc, en fait, si on regarde tout ça, c'est dans un monde idéal et lors dans le monde de la data. Donc, tout ça, c'est fait pour vous avant, surtout si on veut faire du no-code. Mais en réalité, si on doit le faire à l'échelle de l'entreprise, eh ben, c'est toujours pas un vrai problème parce qu'on n'a pas une base de données. On a vu tout à l'heure, on a des dizaines de bases de données. Donc, on multiplie le problème de l'apprentissage par X. Donc, on va pas savoir dans quel langage générer les questions. On va pas avoir de réponse, on n'aura pas de réponse. En revanche, si on a un modèle logique qui découpe le modèle physique, on va pouvoir apprendre du modèle logique, on va avoir une rupture de protocole avec les sources, on va pouvoir mettre du no-code devant, on va pouvoir poser une question, générer une réponse et avoir une réponse directement, et une réponse qui sera sécurisée. Voilà, donc je voulais juste vous donner une petite démonstration qui dure 30 secondes. J'ai un modèle de données qui sont les prescriptions des médecins généralistes en Angleterre. C'est une donnée qui est partagée, qui est publique, qui est dans Snowflake. Donc Snowflake qui est le plus gros vendeur de data warehouse dans le cloud. J'ai une API, donc en fait c'est un service du ministère de la Santé anglais qui va me donner le détail de mes généralistes, donc sous forme d'un service, c'est pas une base de données. Et je suis un fabricant pharmaceutique, je fabrique essentiellement du paracétamol et de l'amoxicilline. J'ai aussi des visiteurs musicaux et j'ai intégré ce modèle, j'ai créé ce modèle sémantique que vous voyez, qui est un modèle en étoile à côté. Ben, si je veux poser une question maintenant, je peux me connecter à un prompt. Donc là, je vais me connecter en tant qu'utilisateur pharma et je vais pouvoir poser une question en disant quelle est la liste des produits que je fabrique. Et donc, la liste des produits, j'ai juste une table avec des codes, mais j'ai aussi un service qui me donne le nom de la molécule et le nom du générique. Et donc là, j'ai une réponse qui m'est donnée directement. Et si je regarde un petit peu ce qui se passe, en fait, cette requête, c'est une jointure. Il me génère un graphe d'ailleurs, que j'aime pas trop les couleurs, et il me crée une requête SQL. Donc, en fait, l'intelligence artificielle va créer du code pour moi. Et je vais l'exécuter. Maintenant, je dis, OK, quelle a été l'évolution des prescriptions de nos médicaments par les généralistes anglais sur le temps. Je ne sais plus quelle est la question. Et si tu me génères un graphe, fais-moi un graphe avec des couleurs un peu plus psychédéliques. Et donc là, pareil, je vais rechercher dans la base vectorielle les éléments qui pourraient me permettre de répondre à cette question et le modèle, le LLM. Donc en l'occurrence, c'est Bedrock chez AWS, mais ça pourrait être ChatGPT, ça pourrait être... Il y a plein de danseurs. Va me donner une réponse, va m'analyser la réponse. Donc, j'ai aussi une analyse de la part de l'intelligence artificielle de cette réponse, mais ces données, elles viennent toutes de mes sources de données. Elles viennent pas du LLM. Ce qui vient du LLM, c'est juste la génération du SQL. Et là, j'ai un vrai graphe qui est psychédélique et que je peux utiliser.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Donc, des nodos, pour en résumer, on a plus de 1000 clients dans le monde, essentiellement dans le domaine de la finance, de la pharma, du manufacturing. Près de 800 employés globalement. Le gros de notre R&D est en Europe et à La Corogne en Espagne, donc on a plus de 200 développeurs à La Corogne. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie. Puis on va aller vite là-dessus. Donc, je prends les questions ou je ne prends pas de questions? Il y a des questions urgentes maintenant. Oui, oui. Ouais, je veux bien prendre une question. Oui. Madame, moi, en fait, j'étais à une précédente conférence justement sur l'IA. Il disait que quand on fait une requête, le coût environnemental, c'est l'équivalent d'un verre d'eau de 50 centilitres. Ouais. Donc, vous, à votre niveau, pour tout ce qui est collecte de données, optimisation de l'impact de ces données par rapport au prompt, comment est-ce que vous faites? Alors, justement, ça vous connectez avec une centrale nucléaire, évidemment. Non. Alors, justement, ce que je disais, c'est qu'on fait du RAG. Et donc, en fait, on n'entraîne pas l'IA avec notre donnée. Et effectivement, on fait une requête, lui demandant de nous générer une requête SQL. Donc, si c'est 50 centimes, ça coûte 50 centimes. En revanche, on n'est pas à avoir besoin d'une machine NVIDIA avec énormément de GPU pour pouvoir notamment peupler la base vectorielle. Parce que ce qui coûte le plus cher, c'est le embedding. Donc, c'est peupler la base vectorielle. Là, on a une toute petite base vectorielle que je fais tourner sur mon laptop. Et ensuite, ce qui va coûter cher, effectivement, ça va être l'exécution. Mais c'est quasiment, c'est à la marge de l'exécution. Sur un modèle, on prend un modèle Olama à 400 milliards de données, ça tourne sur un Mac. Donc, je pense pas qu'en 30 secondes, un Mac mange 50 centimes. Mais c'est vrai que l'apprentissage de la donnée, c'est un vrai sujet. Et donc, c'est comment être frugal et comment arriver, et on est tous probablement ingénieurs, arriver à trouver l'approche la plus optimisée. Et alors, si je peux vous donner un exemple, dans mon équipe, j'ai des ingénieurs à qui j'ai demandé de développer certains bouts de code. Et dans le bout de code, j'utilise un accès à ChatGPT. J'ai dit, pourquoi tu utilises ChatGPT? Ah ben, j'ai besoin de ChatGPT pour me transformer une chaîne de caractères, une phrase et me la découper. J'ai dit, ça se fait en code. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui utilisent ChatGPT pour coder directement. Donc après, c'est pas super performant, mais c'est véridique, ça. Je peux faire une remarque sur la question, Ouais. sur la réponse. Ça me dit combien de temps prenait la requête pour consommer l'équivalent d'un verre d'eau. Maintenant, si on a un développeur qui passe 4 heures à faire ce travail-là, il va consommer combien de verres d'eau? Non, mais c'est pas une blague. C'est que les humains, nous, on consomme de l'énergie, on émet du CO2, et quelque part, c'est pas négligeable. Je sais qu'on a même cette discussion sur les vélos et l'assistance électrique versus les vélos manuels. Il y a le même type de réponse. Mais alors, évidemment, le problème, c'est qu'on va faire beaucoup plus de choses dans la même après-midi. Et du coup, on va mais je pense que je vais vous laisser répondre tout à l'heure. Mais il y a plusieurs types d'utilisation de l'IA. Là, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment le haut, c'est le Retrieval Augmented Generative AI. Donc, on utilise déjà des modèles pré-entraînés. Et il y a l'IA qui consiste à entraîner sur l'intégralité des modèles des données de l'entreprise, tous les fichiers, les PDF, les contrats, les vidéos, ainsi de suite. Ça a un coût énorme et il va falloir savoir quoi indexer. Parce qu'en plus, avec la quantité de données qu'on produit, il faut être capable de cibler. Il faut être intelligent dans ce ciblage. Voilà, je vais laisser la place à... Alors, une très belle transition pour Jean-Christophe. Partage ton écran. Je partage l'écran. Voilà. Et donc, non. Mais tu veux la partager ou on la partage? Christophe, c'est pas tu veux. En mode présentation. Ben, nous, on est. Ah, si, c'est bon, ça marche. C'est bon, il est bon. Ok, bon, ok, voilà. De bon. Ok. Non, Hop. par contre, je regarde chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est. Merveilleux. C'est bon, je zoome avec toi. Voilà, on a juste la caméra. J'ai juste 2 secondes la caméra. Hop, c'est bon. Et elle est là.
J'ai sur le. C'est sur Anne. Non, mais non, c'est. Ah non, non, non. Désolé. c'est ça. Je voyais en train de. Je pensais que c'était. Non, 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 c'est ça, parfait. N'importe quoi. C'est sur la caméra. Parce qu'il faut déjà avoir des données de qualité, donc des données de Voilà, qualité. c'est bon. Et après, on fait pas de machine learning. Voilà. Ok. Voilà, nickel. Presque eu le temps de boire un verre d'eau. Oui. Voilà, question. Trop d'énergie dépensée. Bon, voilà, trop d'énergie dépensée. Donc moi, je vais vous parler après ce dont a parlé Vincent, donc toute la partie accès aux données, virtualisation, qui s'est modernisée d'ailleurs, j'ai pu l'entendre, avec des approches que nous aussi on regarde chez Talog Data, notamment le RAG. Je vais vous parler de data quality. Je répète, je vais vous parler de data quality. C'est curieux, en général, les gens font. Je vais parler de data quality. Je vais vous parler de data quality parce que c'est, tout à l'heure, Vincent disait, les data scientists, pendant 20% de leur temps, ils créent de la valeur. Pendant 80% de leur temps, ils fouillent pour chercher les données, mais ils les mettent également en qualité. Et ça, c'est un véritable poison, d'autant plus qu'il y a un principe qui est assez accepté, qui est le garbage in, garbage out. Si vous alimentez le plus beau des algorithmes d'IA avec des données biaisées, eh bien, vous n'irez pas très loin. Je vais utiliser la souris. Alors, je vais commencer par déjà, regardez le temps qui reste, ok. Je vais commencer par ce que nous on appelle les anti-patterns de la data quality, c'est-à-dire les mauvaises pratiques. En gros, on constate, ça fait Talog Data, c'est vrai que j'ai pas présenté la société, mais je ne me suis même pas présenté. Jean-Christophe Bourramoué, je suis le fondateur de Talog Data. À la base, je suis ingénieur data scientist, ingénieur software ingénieur. Donc, je suis architecte, je code, j'ai beaucoup codé dans ma vie, je continue à coder. Et sur un projet que je dirigeais, j'ai complètement sous-estimé le problème de la qualité des données. On analysait les marchés immobiliers, on faisait du langage naturel, des algorithmes génétiques, et je pensais que ça allait rouler. Et chaque fois que je présentais, on me disait, mais non, mais là, tu as mélangé des agents immobiliers avec des agents commerciaux, c'est pas du tout ça. Le métier me passait en quelque sorte, parce que, en fait, je ne connaissais rien au métier, et j'ai cru que, en tant qu'ingénieur, avec des algorithmes et avec une faible connaissance du métier, j'allais m'en sortir. Je ne m'en suis pas sorti. Et ça m'a donné la première leçon, c'est que si on veut travailler la donnée, il faut impliquer les utilisateurs. Et vous voyez arriver, bien sûr, la notion de no-code. Alors, dans les anti-patterns, on voit le plus souvent, on s'occupe de la data quality à la fin. C'est un peu comme dans le code, hein, c'est l'approche, la solution, c'est ce qu'on appelle le shift left pattern, c'est occupez-vous de la data quality au début. Occupez-vous des tests unitaires au début quand vous faites du code, maintenant c'est assez accepté. Quand vous faites de la data quality, si vous attendez la fin, vous allez vraiment souffrir. Ça, c'est l'anti-pattern qu'on voit le plus souvent. Autre anti-pattern pour nous, c'est de confier la qualité des données à l'IT. On se dit, c'est dans du Snowflake, c'est derrière une couche de virtualisation, donc c'est un problème d'IT. C'est pas du tout un problème d'IT et c'est même pas un problème de data scientist. Si vous étudiez une donnée pharmaceutique et vous avez deux médicaments opioïdes qui sont le fentanyl et le sufentanil avec le même dosage, un data scientist va dire, je vois pas où est le problème. Un biologiste dira, avec cette dose-là, vous tuez le patient parce que c'est 10 fois plus puissant, la molécule de sufentanil. Donc, il y a besoin à tout moment d'avoir une expertise métier. On ne peut pas la remplacer. Évidemment, il y a une data quality de base qu'on peut obtenir en mettant ces dates au même format, en reformatant ses emails, ses numéros de téléphone, mais les problèmes les plus vicieux de qualité de données, c'est notre constat. Il faut pas les confier à l'IT, il faut pas les confier aux data scientists. C'est pas un jour leur faire, hein. Ils ont plein de responsabilités, plein de choses à faire intéressantes sur les données. Allez, la phrase suivante est la logique de ce que je suis en train de dire. Ne sous-estimez pas l'importance d'impliquer les métiers. Ils connaissent la donnée en profondeur. On a travaillé pour le ministère de l'Intérieur, on a cherché la fraude au permis de conduire. La data quality est un moyen de trouver de la fraude parce que les fraudeurs se déplacent dans les systèmes de façon différente des gens qui ne fraudent pas. Donc on cherche des anomalies, des signaux faibles. Et on ne trouvait pas de problème au début. Et là, les garants, les experts fraude du ministère de l'Intérieur ont dit, on va regarder, on va enlever le numéro de rue et on va chercher à tous ceux qui cumulent plusieurs permis ou cartes grises. Et là, on en a vu un paquet parce qu'ils allaient poster chez le voisin, ils faisaient poster leur courrier, donc ça s'appelle de la fraude aux documents administratifs. On n'aurait jamais eu l'idée de faire ça. Donc ça, c'est venu de l'idée de gens qui connaissaient la donnée, qui connaissaient les combines, et le fait de travailler main dans la main avec eux a fait qu'on a obtenu des résultats et qu'on a vu qu'il y avait un certain nombre de chanceux en France qui avaient jusqu'à 48 points de permis de conduire parce qu'ils ont 4 permis. Je commenterai plus tard s'il y a des questions. Erreur classique, coder, et c'est ce que j'ai fait il y a 10 ans avant de créer Talog Data, coder pour réparer la donnée. Ça marche vite, ça permet d'aller vite au début.
je fais du Python, je fais du Scala, je fais du Perl, je fais ça va vite au début, mais très vite, vous avez une boîte noire, vous pouvez pas échanger avec les métiers se disent, mais on n'avait pas tout à fait dit ça, il faut replonger dans le code, et ça devient infernal, des allers-retours, et très souvent, ça va dans le mur. Un de nos clients, qui est d'ailleurs un client commun avec Vincent, donc avec Denodo, qui est Total Energy, on est autorisé à les citer maintenant, a choisi Tell of Data parce que justement, ils étaient overwhelmed, donc à ton tour, comment ça se dit en français, envahi de code partout, c'était immaintenable, ils manipulent des téraoctets de données, c'était immaintenable, donc coder, c'est la première idée qu'on a, on a des informaticiens sur la main, on dit fais-moi un script pour me redresser ça, vous allez peut-être pouvoir faire un POC avec ça, mais vous n'allez pas pouvoir passer à l'échelle. Autre point important sur la qualité des données, une fois que les modèles prédictifs, dont nous parlera Madame tout à l'heure, Anne tout à l'heure, sous-estimer l'impact que la mauvaise qualité des données aura sur les résultats des modèles prédictifs ou simplement des dashboards. C'est terrible. La mauvaise qualité vous plombe un modèle, votre matrice de confusion part dans tous les sens. Enfin, ceux qui ont vraiment travaillé sur des données réelles le savent. Mais ce qu'on fait souvent, c'est on nettoie les données en pensant que c'est du one-shot, on met le modèle en production. Qu'est-ce qui se passe au bout de 2, 3, 4 semaines? Les données déclinent parce qu'il y a eu des problèmes en amont qu'on n'a pas détectés et le modèle, qui a bien été entraîné sur des données à peu près correctes, reçoit des données santélistes. Donc, ça s'arrête pas à la création du modèle, la data quality. Et enfin, autre point, ben justement, j'en parlais, et Anne va sûrement nous en parler, c'est très important d'avoir en entrée des modèles, des données les plus carrés possibles. C'était pas un jeu de mots. Alors, les bénéfices. Pourquoi c'est important d'impliquer, pourquoi le no-code est important pour la data quality? Un peu en raison de toutes les raisons que j'ai évoquées, mais je vais détailler. C'est important de donner plus de pouvoir, donner plus d'autonomie à des gens qui ont vraiment une connaissance en profondeur du métier de l'entreprise. Que ce soit en pharmacie, que ce soit dans les biotechnologies, que ce soit dans la grande distribution, c'est eux qui savent vraiment qui connaissent vraiment la signification de la donnée. Si vous les laissez hors circuit avec des outils trop compliqués, vous allez perdre beaucoup de temps et avoir un ROI extrêmement décevant. C'est ce qu'on constate régulièrement. Ça permet aussi d'aller plus vite. Plus vous avez d'autonomie, quand vous êtes en train de peindre un tableau, si à chaque fois que vous avez besoin d'une couleur, vous allez frapper à la porte de la R&D pour qu'elle vous assemble des pigments et vous revenez, vous créez jamais rien. L'autonomie, c'est la clé. Les données, c'est une approche essai-erreur où sans arrêt, on est en train de regarder des choses, on dit ça va pas, on regarde, on a un feedback immédiat, on corrige, on cherche avec soit des algorithmes d'intelligence artificielle, soit avec des règles à régler le problème. Ça prend du temps. Donc, éviter les allers-retours est vraiment très important pour ce genre de choses. Bénéfice numéro 2, l'agilité. On est en no-code, donc les business users sont autonomes, ils peuvent créer des règles. Je sais pas, la SNCF utilise Tell of Data. Si quelqu'un veut dire, je veux vérifier que tous les trains Paris-Nice mettent au moins 3 heures de temps, mais ça va lui prendre 2 secondes, il va le faire en langage naturel. Mais la règle sera loguée, elle sera auditable, elle sera applicable, elle sera déployable en production. J'ai pris une règle très simple. Vous pouvez bien sûr imaginer qu'il y en a des beaucoup plus subtiles. La flexibilité, ce que ne permet pas le code. Les besoins changent, les structures de données changent souvent dans l'entreprise. Avec du no-code, il n'y a pas de black box, c'est documenté, j'en parlerai tout à l'heure. Donc ça vous permet de revenir, de vous adapter au changement des requirements, des exigences, pardon, on va parler français, au changement des spécifications, des besoins qui évoluent fréquemment. Donc vous avez beaucoup plus de flexibilité avec un outil no-code que si vous mettez une bande d'informaticiens chevronnés sur le sujet. Ensuite, la collaboration. On a des personnes au sein des DSI qui utilisent notre solution et ils l'utilisent parce qu'ils peuvent travailler sur la même plateforme, donc avec des utilisateurs métiers. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle la cross-functional, donc collaboration, donc la collaboration interfonction, la possibilité de partager une plateforme, c'est très important pour que les métiers puissent proposer des transformations, les faire passer en production, qu'elles soient auditées par éventuellement certains services IT, sans avoir besoin de sortir de la plateforme pour faire cela. Bénéfice numéro 3, comme on peut s'y attendre, la gestion des coûts et la rapidité de mise en production des solutions. Quand vous êtes no-code, vous ne reposez pas sur des développeurs, vous baissez naturellement vos coûts, je ne vais pas commenter ça, c'est assez instinctif. Un outil no-code, par définition, si vous avez un manuel de 1000 pages, c'est que votre outil n'est pas vraiment no-code. Normalement, la courbe d'apprentissage doit être la plus faible possible.
Nous, on a travaillé chez Tell Data à ce qu'en une journée, on puisse apprendre à quelqu'un qui n'est pas informaticien à être autonome sur l'outil. Et chaque fois qu'on prend une décision en termes de design, en termes d'UX, on a ce chiffre en tête. Il faut que les gens adoptent rapidement. Un utilisateur métier a des préoccupations et potasser un manuel à la recherche d'une solution, c'est pas vraiment ce qui l'intéresse, c'est pas vraiment ce qui va l'aider. On maîtrise la dette technique, donc ça c'est le problème dont je parlais chez Total Energy. Hein. On a plein de code qui a fait son travail, mais qu'il faut maintenir, et ça devient rapidement épouvantable. Moins vous développez de code, plus les process de qualité que vous avez développés sont visibles. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 2-3 minutes. 2-3 minutes. Plus vous allez être efficace. Donc je vais accélérer. C'est une approche, donc vous donnez aux utilisateurs métiers un outil dont ils peuvent se servir en toute autonomie avec leur jeu de données par drag and drop. Ils ont une compréhension du métier, donc vous êtes dans une approche business centrique. Vous travaillez sur ce qui compte vraiment. Vous n'êtes pas dans des longs projets coûteux avec de longs allers-retours. Et c'est pourtant la perception qu'ont beaucoup de monde, que partagent beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que les projets data quality vont être longs. Non, avec les IA génératives et les IA et les progrès des IA, on peut faire les choses beaucoup plus rapidement. Nous, on utilise beaucoup les IA génératives, mais ce qui nous intéresse dans les IA génératives, c'est pas tellement le côté génératif, c'est leur aptitude à résumer et à discriminer. C'est-à-dire, là, il y a peut-être un problème. À analyser les choses, plutôt qu'à générer. Et ça, elles le font plutôt pas mal. Donc, je dis pas que, mais Vincent on a parlé de problèmes de génération quand on leur demande de générer beaucoup de contenu. Il y a des risques d'hallucination. Nous, on est plutôt là pour regarder leur capacité de synthèse et nous dire, nous mettre en lumière des problèmes que l'utilisateur n'aurait pas vus. Et enfin, le dernier avantage, c'est que puisque vous avez enlevé tous les goulets d'étranglement, vous n'êtes plus obligé de faire des allers-retours avec la DSI, mais vous pouvez scaler. Ce qu'on entend aujourd'hui dans les grands groupes, c'est on a fait l'époque, on a fait l'époque, on a fait l'époque. Ah oui, et quand est-ce qu'on passe à l'échelle? Là, c'est déjà plus compliqué. Ok, je vais terminer en vous donnant 2 autres slides. Donc, le premier, c'est celui-ci. C'est pas parce que, enfin, no code doesn't mean no rules. Si vous voulez faire du no-code, pendant très longtemps, un outil no-code, on s'est dit, c'est un joujou qu'on met entre les mains des gens qui connaissent pas trop, c'est pas très puissant, c'est un peu lourdingue, c'est playful et tout ça. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Tell Data, les traitements qui sont pris, qui sont designés par des utilisateurs no-code sont envoyés dans des clusters Spark et peuvent potentiellement analyser ou transformer des téraoctets de données. C'est ce qu'on fait chez nos clients. Donc, vous mettez entre les mains des métiers une grande responsabilité. Donc, un outil no-code, pour nous, ça doit assurer une traçabilité complète de tous les traitements qui sont faits, ça doit être consultable, ça doit être auto-documenté, on doit produire avec des intelligences artificielles, pour le coup génératives, peuvent générer des documentations, mais sur des points très précis pour expliquer ce qui a été fait, pour qu'une personne qui arrive comprenne ce qui a été fait, puisse auditer. La sécurité, évidemment, est très importante. Hein. Il faut qu'on puisse très facilement conduire des audits de sécurité, des audits de compliance pour voir si les traitements appliqués ne sont pas en violation de certains principes RSE, RGPD, etc. Donc, il faut que ce soit vraiment pas des black box, qu'on puisse savoir ce qui est fait et savoir l'usage qui est fait de la plateforme. Hein, c'est pas juste un super joujou qu'on donne au métier en se disant ça va être le chaos. Ça, c'est vrai que c'est une trame de la DSI, c'est de se retrouver avec des applications comme avec comment ça s'appelait, c'était Access, où il y a eu dans les années 80 tout un tas d'applications que personne ne comprenait et qui sont apparues, qui ont pollué le système d'information. Donc si on veut que ça n'arrive pas, il va falloir prendre un certain nombre de précautions. Et enfin, un outil no-code doit être intégré au système d'information. Il doit pouvoir parler, les utilisateurs métiers doivent pouvoir accéder aux sources de façon sécurisée, aux sources de données de façon sécurisée, et surtout, elles doivent pouvoir, ces traitements, les traitements qu'ils vont produire, doivent pouvoir être déclenchés par API dans des traitements plus larges d'entreprise. Donc, c'est pas juste les métiers qui font joujou dans leur coin, ils produisent des traitements qui peuvent être mis en production. Voilà, ils apportent leur pierre à l'édifice. Et je vais terminer par parler juste en un slide de ce qu'est Tell Data, donc qui est un outil no-code. Je vais vous montrer ce slide. Nous, ce qu'on fait chez Tell Data, on a plusieurs modules, vous le voyez de la gauche à la droite. Data Discovery, donc là, on va aller chercher, on se branche sur des file system cloud, sur des data warehouse, tel Snowflake. On se branche sur du Denodo, c'est avec un driver Denodo, et on va aller chercher et analyser et typer toutes les données. On va vous dire, dans cette colonne, vous avez les numéros de téléphone, et il y en a 20% qui manquent, et il y en a 25% qui sont mal formés.
Vous avez des emails, voilà, vous avez des numéros de sécurité sociale, il y a tel problème. Vous avez des SIRET, mais l'algorithme de l'une n'est pas respecté pour l'une, donc qui calcule la paix du SIRET. On va vous donner des informations en profondeur. Donc ça peut se faire sur des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de tables. Et ensuite, on va rentrer dans le corps du sujet avec un module pour détecter les premiers problèmes, les auditer, et faire également de l'observability. C'est un terme dont parle beaucoup de Gartner, hein, c'est l'idée de surveiller la santé de ces données en temps réel. C'est-à-dire toutes les nuits, vous avez des scripts qui tournent et qui vous disent « Ah, cette table, hier, il y avait 100 000 enregistrements, il n'y en a plus que 2 aujourd'hui, il y a dû y avoir un problème. » Donc c'est une manière de remonter de l'information de manière proactive. Donc ça, ce sont des choses qu'on fait. Tout ça se met en place en no-code. La partie principale de Tale of Data, c'est la data quality, hein, c'est notre socle historique. Donc ça, c'est tout ce qui est cleansing, donc nettoyage, enrichissement, standardisation. On va être capable de dédoublonner. C'est ce qu'on a fait avec les permis de conduire. Hein. On a vu que certaines personnes dont le nom n'était pas tout à fait le même, mais la date de naissance étant tellement proche et l'adresse aussi, il était clair qu'il y avait une fraude au document administratif et une accumulation du nombre de points. Et enfin, avec ces données, on va pouvoir faire ce qu'on fait d'habitude avec des données, des algorithmes de data science. Donc, on va nourrir des modèles de machine learning pour l'apprentissage. On va faire du dashboarding ou tout ce que vous voulez. Et c'est évidemment un processus cyclique. Et toute la plateforme est complètement no-code. Vous n'avez pas besoin d'écrire une ligne de code pour travailler sur tous ces sujets. Et on utilise, je vous l'ai dit beaucoup, on commence à utiliser des IA génératives. En faisant attention, nous, elle ne génère pas du SQL, mais elle génère un code pour transformer les données, c'est-à-dire qu'on n'applique pas une requête par ligne hein, sur une IA. D'abord, en termes de confidentialité, il y aura un problème, mais en plus, ce serait très coûteux en temps. Et si on reparle de verre d'eau, là, on en aura donc, on prend des échantillons sur les données, on détermine le traitement à appliquer, et après, on génère un script pour appliquer ce traitement, qui peut être un traitement correctif ou un traitement de validation. Je crois que j'ai fait le tour, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah, question. Verre d'eau. Ah non, là c'est pour la donnée justement suite à la fraude au document administratif. Est-ce qu'on pourrait appliquer ce cas dans le sens où, par exemple, on a un ensemble d'utilisateurs qui passent le permis de conduire en Île-de-France et qui cherchent pour repasser leur permis de conduire, repasser rapidement le permis de conduire dans d'autres auto-écoles en région, par exemple région Normandie, Centre-Val de Loire, Bretagne ou Hauts-de-France. On pourra appliquer ce type d'outils ou d'usage de façon à détecter, par exemple, une personne passe le permis de conduire le jour A et après de façon à pouvoir fluidifier les places au permis de conduire sans augmenter de façon in fine le nombre d'inspecteurs. Alors, la réponse est oui. En fait, la difficulté, c'est... Pardon, vous avez dit... Comme disait un président. Donc, en fait, la difficulté pour faire ça, c'est pas tellement le principe de se demander si quelqu'un ne s'est pas inscrit pour passer plus vite le code dans différentes... La difficulté, c'est l'hétérogénéité des systèmes d'information. Son nom est jamais écrit de la même façon. Et donc, nous, on a développé des algorithmes de matching assez avancés pour dire qu'il y a 90% de chances que cette personne et cette personne, ce soit la même. Donc, c'est comme ça qu'on traque, par exemple, il y a des gens qui demandent plusieurs prestations ou la fraude aux prestations sociales, par exemple, on utilise des identités différentes ou on s'adresse à votre bureau. Quand vous voulez détecter ça, vous êtes obligé de croiser des données qui n'ont pas l'habitude de dialoguer ensemble, et c'est là qu'intervient Tale of Data, pour passer au-delà des petites différences qui font qu'on loupe des patterns pathologiques. Et si je peux compléter, en fait, pour pouvoir croiser ces données, il faut avoir la tuyauterie en dessous pour intégrer les différentes sources. Oui. Donc en fait, il y a un vrai enjeu qui est de prendre toutes les sources, et ensuite c'est l'enjeu de ce qu'on crée, comment on traite ces sources, comment on arrive à rapprocher des données qui ne se ressemblent pas. Et donc ça se fait au niveau de Tale of Data, mais au-dessous il y a la plomberie. Et c'est vraiment la vraie difficulté, c'est-à-dire que en silotant, et lorsqu'on est dans un monde siloté, pour les fraudeurs, c'est le monde idéal. Dès qu'on les silote, ils sont aux yeux au-dessus de tout le monde. Oui, je terminerai sur une petite anecdote, cette fois sur la carte grise. On a fait la même chose sur la carte grise. On a regardé toutes les adresses d'immatriculation de tous les véhicules de France. On a fait du matching flou sur les adresses, c'est-à-dire qu'on a géolocalisé tout, et puis on a regardé, une fois qu'on avait les adresses sûres, combien il y avait de cartes grises à chaque adresse. On a enlevé tout ce qui était garage, loueur de voitures, donc des gens qui, logiquement, immatriculent beaucoup de véhicules. Et il restait des gens qui, curieusement, immatriculent plus de 100 véhicules par an, sans qu'on sache pourquoi. Donc après, ils nous ont pas dit ce qu'ils allaient faire, je sais personne. On n'était pas dans le secret des dieux. Mais voilà, et effectivement, le fait d'accéder aux données via une couche de virtualisation, vous
pouvez booster ce prototype, parce que sinon, si on fait que du talent data, on doit traiter, ce qu'on sait faire aussi, mais c'est toujours plus long, on doit traiter chaque base de données, on sait les unifier. Avec une couche de virtualisation, on gagne encore plus de temps parce que on accède déjà au métamodèle de manière unifiée en plus de données. Et avant même, enfin, j'ai même un autre exemple, avant même qu'on virtualise ou autre, moi il y a 15 ans, j'étais chez un éditeur qui commençait par I, qui finissait par M, et on travaillait avec les caisses d'allocation familiale. Et en fait, on avait des fraudeurs qui allaient, les agents d'allocation familiale, c'est sur des déclaratifs. Ils vérifient pas que la donnée soit bonne, ils vérifient que vous avez bien déclaré et fourni les documents qu'ils demandaient. Et en fait, qui allaient dans chaque caisse régionale, dans plusieurs régions, se déclarer avec une famille, des enfants, et qui touchaient les allocations familiales. Et on trouvait des comptes bancaires qui avaient plus de 40 allocataires qui percevaient des allocations familiales. Donc, ça se fait en traitant de la donnée. Après, maintenant, aujourd'hui, les technologies évoluent et on permet d'être de plus en plus efficaces. Et en fait, effectivement, oui, la qualité de données, c'est déjà de l'analyse de données. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour moi, je vais te faire. Ça, merci la CNIL, parce que, en fait, on essaye de détricoter et je ne vais pas avoir mis d'identifiant unique français. Vous avez une question? On y arrivera. Mais là, vous arrivez à lutter contre le shadow IT parce que vous mettez tout dans le même endroit et on peut arriver à reconnaître si ça reste cohérent, ou c'est visible en tout cas par l'IT ou par les gens qui déclarent le système. Maintenant, il y a tous les problèmes de cohérence entre les différentes règles, ce qu'on appelle la question de configuration, ou le fait que il y a des technos, il y a de la technicité. Comment vous arrivez à faire que cette technicité arrive à tomber au niveau des utilisateurs? Parce que ça peut générer très rapidement des choses incohérentes, même s'ils ont la main. Tout à fait. Mais c'est pour ça que quand vous faites de la data quality, il faut faire aussi de la data governance. Il faut aussi lister vos règles de manière uniforme, les certifier. Donc nous, on offre des fonctions. On n'est pas un outil de data governance. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'outil de data governance. C'est un ensemble de pratiques et de bonnes pratiques. Nous, on permet de publier les règles et de monitorer. C'est-à-dire qu'un administrateur peut savoir toutes les règles métiers qui sont appliquées, quand, combien de fois par jour, etc. Mais il y a le travail de data governance. Alors, dans le data mesh, c'est un peu distribué, mais il y a quand même une gouvernance fédérée. Donc, l'emploi d'un outil data quality n'empêche pas de faire n'importe quoi, si c'est le sens de votre question. Donc, ça, c'est plutôt, à notre avis, du ressort de la data gouvernance. On peut aider parce qu'on donne accès à toutes les informations qui sont faites au Center of Data. Ça les aide à enquêter pour savoir s'il y a un problème. Mais ça reste un sujet de data gouvernance. Bon. Je crois que j'ai, voilà, c'était sur non, il n'y a pas de problème. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que tu veux prendre ma place? Ou... Oui, je vais me lever, j'arrive. Et je vais retrouver deux. Dans le sens. Voilà. C'est bon. Tu peux faire le réglage de caméra, Jean, s'il te plaît? Oui. Voilà. On a changé de côté. Alors, je me mettrai pareil là. Hop. Je vais me représenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Anne-Fatima Madion, donc je suis ce qu'on appelle ingénieur avant-vente, donc software engineer un petit peu similaire chez Alteryx depuis maintenant près de 5 ans. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'IA, de data quality. Moi, mon but, ça sera vraiment de vous expliquer, en fait, déjà de vous présenter l'outil Alteryx, peut-être certains ne le connaissent pas, et surtout de comprendre comment aujourd'hui on applique en fait tous ces termes, cette IA générative, ces modèles sur des cas métiers concrets. Donc, je vais vous expliquer bien sûr la logique dans Alteryx de comment on applique, en fait, on utilise et qu'on exploite cette IA, CML, mais surtout vous présenter les cas d'utilisation concrets dans des cas d'usage en entreprise. C'est vraiment ça l'intérêt, parce que l'idée in fine, c'est que ça retombe et que c'est un impact et une valeur concrète pour l'entreprise ou pour l'utilisateur. Pour me représenter aussi, moi j'ai un background très métier, j'étais ancienne fiscaliste, donc c'est aussi, ça vous prouve aussi comment l'outil aujourd'hui Alteryx peut nous permettre, donc j'ai vraiment une connaissance métier, Christophe nous présentait, qui a permis et qui m'a aussi montré que à l'époque, j'aurais grandement aimé avoir des outils tels que Tail of Data ou tels que Alteryx, parce que ça aurait probablement révolutionné ma manière de faire les choses, et in fine, ça m'aurait probablement aussi fait perdre mon travail, parce que j'aurais pu automatiser probablement une bonne partie de mes tâches. Mais c'est très important d'avoir, et je suis complètement en accord avec ce que vous avez dit, cette notion métier pour mettre en place non seulement en fait, tout un processus pour obtenir des résultats, et surtout s'assurer aussi d'avoir une bonne gouvernance
d'où un pont entre l'IT et le métier, c'est très important. Donc, totalement en phase avec ce qui a été dit. Avant de partir sur la présentation d'Alterix, on est parti, Alterix c'est parti d'un constat, hein, comme ça qu'on se positionne, et ça a été très bien mentionné par Vincent au début, c'est qu'aujourd'hui, en fait, dans beaucoup d'entreprises, on voit en fait un mur entre l'IT et les métiers. C'est-à-dire aujourd'hui, un métier, un contrôleur de gestion, un financier, va faire des demandes à son IT, malheureusement, quand on parle d'IT, on parle d'experts, donc souvent des data scientists, des DSI, qui sont limités en nombre. Cependant, les métiers qui sont souvent plus importants, en fait, le nombre de demandes ne diminue pas et on se retrouve face à un goulot d'étranglement. Et donc, la conclusion était faite, comment rendre ces métiers plus indépendants pour qu'ils puissent apporter en fait autant de ROI que les grands projets IT. On voit aujourd'hui beaucoup d'investissements dans les entreprises se font sur des projets type mettre en place un data lake, mettre en place un outil de RPA, qui sont des outils un tout petit peu plus techniques, comme on dit, et qui sont des projets à gros coûts, qui prennent énormément de temps, qui vont générer beaucoup de ROI, mais malheureusement, d'un point de vue métier aujourd'hui, la plupart du temps, ils sont délaissés. Et ces métiers, aujourd'hui, vont facilement rentrer dans ce qu'on appelle le shadow IT, qui a été mentionné plus tôt, parce qu'ils vont, de leur côté, on leur demande, ils ont des attentes, on leur demande de réaliser, d'avoir du résultat, et donc ils vont commencer à faire leur processus sur du Excel, ou bien sur créer des macros en VBA, où ils vont commencer en fait à faire, on appelle un petit peu leur popote interne, pour régler leurs problèmes. Et le problème, c'est que tous ces petits, ces métiers qui vont générer tous ces processus, ça reste des ROI moins importants que les gros projets IT, mais réunis vont générer énormément de valeur pour l'entreprise, notamment pour les décideurs. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'avoir cette image que les projets IT sont importants, bien sûr, mais il ne faut pas oublier le métier. Et c'est là où Alterix vient se positionner. On a vraiment une solution low-code, no-code. En fait, je vais vous présenter les différents thèmes. On est vraiment une solution low-code, no-code axée pour le métier. On est une plateforme unifiée, vous le verrez, je vais vous montrer très rapidement pour peut-être ceux qui ne connaissent pas, ce qu'il y a des gens d'ailleurs qui ont déjà entendu parler d'Alterix, qui ont déjà vu Alterix, pas du tout. C'est intéressant d'avoir... Ok, ça c'est... Non, c'est hyper intéressant de voir. Et donc, en fait, on est une plateforme unifiée, toujours en low-code, no-code. En fait, on va avoir une plateforme, une interface avec plus de 300 outils qu'un utilisateur métier va pouvoir utiliser. On est sur une logique aussi drag and drop et on verra comment, en fait, on peut mettre en place un workflow de bout en bout. Donc, on va pouvoir se connecter à la donnée, le système, cloud, Modo, par exemple, que ça soit du fichier plat. Donc, on est vraiment multi-source, on est très agnostique. On va venir mettre en place des processus que je vais vous détailler par la suite, qui vont intégrer de l'IA, on va revenir sur le sujet de l'IA, pour ensuite pouvoir sortir la donnée propre, fiable, parce que s'il n'y a pas de données fiables, on ne peut pas ni même appliquer un modèle ou bien même générer un rapport tant que la donnée n'est pas fiable, parce que le résultat ne sera pas bon. Donc on verra comment Alterix permet de mettre tout ça en place, toujours dans une logique no-code, mais toujours dans une logique gouvernée. Nous, ce qu'on essaie d'éviter le plus possible, c'est cette logique de shadow IT. En fait, on ne va pas retomber dans cette logique où un métier en fait va prendre Alterix, va faire son processus, c'est vraiment un outil axé pour les métiers, va reproduire en fait son processus Excel et en fait retomber dans ces travers où c'est pas documenté, c'est pas gouverné, l'IT ne sait pas ce qui se passe, qui fait quoi quand. Donc Alterix va venir en fait pallier aussi pour ça, pour s'assurer en fait d'avoir une gouvernance centralisée côté IT et bien sûr scalable, automatisable, etc. J'en passe. Juste pour vous positionner, je dirais très rapidement, nos produits, on est une plateforme hybride. Donc, on va avoir une partie on-premise, donc qui est composée de designers et serveurs. En fait, designer, ça va être vraiment notre plateforme de développement. Je vais vous montrer très rapidement tout à l'heure, ça c'est plus parlant quand on voit l'interface, qui va vous permettre en fait de construire en fait un processus métier. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle toute notre partie SaaS qui est plutôt nouvelle, où on va retrouver certains modules, type Designer Cloud, Auto Insight, qui est aujourd'hui un de nos premiers produits qui est infusé avec de l'IA générative, en fait, qui va nous permettre de générer de la documentation et de la visualisation pour le métier, pour faciliter ses tâches.
Et ensuite, on va avoir un pan machine learning. Le machine learning chez Alteryx, je vais vous décrire rapidement, en fait, on est en 3 niveaux. Parce qu'encore une fois, le but de la plateforme, c'est pour le business, les analystes, l'IT. Premier, le business. Le business, les 3 quarts du temps, ne savent pas coder. Si vous parlez à un financier aujourd'hui, il y en a très peu qui savent même faire du SQL. Beaucoup, c'est du Excel. Ça reste, ils connaissent la règle métier. On leur demande de créer des KPIs et de faire de la visualisation. Aujourd'hui, si une entreprise vient proposer un outillage et une techno à un métier qui ne sait pas coder, on va juste agrandir ce gap entre l'IT et le métier. L'idée d'Alteryx, c'est vraiment de venir réduire ce gap. Et en fait, avec notamment cette logique de machine learning, si je mets à la main de mon métier la possibilité non seulement de pouvoir accéder à la donnée, toujours dans une logique gouvernée, la mettre en qualité, mais non seulement aussi permettre de l'enrichir, donc d'aller plus loin dans son analyse, grâce à notre modèle en fait d'auto-ML, machine learning. Tout ça, quand je dis, c'est du low-code, no-code, donc c'est du clic-bouton, où on va retrouver en fait des algorithmes pré-packagés, des algorithmes connus comme des régressions linéaires, des modèles boostés. Donc on va retrouver en fait les algorithmes de base. Cependant, si dans un besoin de cas d'usage, on va avoir besoin en fait d'une intégration d'un modèle un peu plus complexe. On va pouvoir intégrer des librairies Python, par exemple, mais la plupart du temps, ça va être fait par des experts. Donc, on va passer sur la partie plutôt analyse, donc ça peut être data engineering, IT, s'ils ont la vocation d'être dans le développement. Et ensuite, on va avoir cette logique aussi, toujours je reste dans ce 3e niveau plus avancé, l'intégration de modèles LLM. Alteryx, c'est une question d'intégration, en fait. On peut entraîner nos modèles préconfigurés, mais sinon, on intègre. On n'est pas une plateforme de MLOps, on n'est pas une plateforme, on est vraiment une plateforme, je dirais, pour le banaliser, vraiment d'intégration. Donc, c'est très important à retenir et c'est pour ça qu'on est très axé métier et on parle beaucoup au métier. Et on marche beaucoup pour les analystes. Très rapidement, bon, ça, je vous l'ai expliqué dans les grandes lignes. Je vais juste vous présenter, prendre quelques minutes, juste pour vous présenter l'interface, pour ceux qui n'ont fait moi qui ai l'habitude de faire du workflow et des démos. Je vais juste vous montrer très rapidement l'interface Alteryx. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran. Pas le bon. Non, c'est partagé. Ouais, je vais juste, ouais, je vais juste arrêter le partage et juste m'assurer, je voudrais vous montrer quand même l'interface. Okay. Très rapidement. L'interface Alteryx Designer. En fait, pour vraiment rentrer dans cette logique no-code, documentation, c'est très parlant. Je vais vous prendre juste 2 minutes, très rapidement. Alteryx, comme je le disais, c'est plus de 300 outils. On est vraiment sur quelque chose du drag and drop, où on va venir placer en fait chaque outil, chaque bloc, en fait qu'un utilisateur métier va venir configurer. Quand on parle de configuration, on est sur de la configuration simple. C'est du clic-bouton, c'est je vais sélectionner ma colonne que je souhaite sélectionner, désélectionner, la renommer, faire mon analyse sur du typage de champ, le changer. Tout ça dans une logique où aujourd'hui, c'est pour ça que ça fait la force d'Alteryx, c'est la montée en compétences. Si demain je mets Alteryx dans les mains d'un métier, et je le fais tout le temps, en 1 ou 2 heures, le métier peut automatiser leur processus très rapidement. Parce que ça leur parle, on retrouve facilement, par exemple, souvent des logiques VBA Excel, donc on peut venir transcrire très facilement. Donc là, c'est un exemple de workflow, juste pour vous montrer comment aujourd'hui, on peut facilement venir mettre en place des processus documentés avec Alteryx. Et comme je le disais, au sein d'Alteryx, on va avoir cette IA en fait qui va nous permettre de faciliter non seulement l'expérience utilisateur, les résultats générés et je dirais l'expérience surtout d'intégration de modèles au sein d'un use case métier. Je le répète bien, métier, c'est leur donner la possibilité d'aller plus loin dans l'analyse, sans forcément, on ne va pas demander à un financier d'entraîner des modèles qu'un data scientist fait. C'est pour ça que c'est très important notre positionnement est très important. Juste très rapidement pour présenter, on peut partager, excusez-moi. Je vais remonter share pour revenir sur mes slides très rapidement.
Juste pourquoi Alteryx, pour nous représenter, on est une société américaine, on a plus de 8000 clients, donc je pense qu'on a d'ailleurs un client commun ensemble qui a été mentionné plusieurs fois, qui est Total Energy, qui est un de mes clients également, qui permet, bien sûr, avec une communauté, c'est une de nos forces, de plus de 500 000 utilisateurs, et avec un très gros écosystème partenaire technologique et partenaire accompagnateur dont Didier va nous parler. Pour passer très rapidement sur la partie IA générative dans une logique Alteryx, comment on intègre l'IA et l'IA qui est vraiment le chapeau, qui inclut vraiment tout après les algos et les modèles de machine learning qui permettent soit de faire du design génératif, donc de générer du texte, du reporting, des vidéos, ça peut être peu importe. Donc comment en fait ces modèles sont intégrables dans Alteryx pour générer, je dirais, de la valeur pour le métier. Donc, on va avoir différents niveaux selon le produit. On va pouvoir, en fait, par exemple, à partir d'un processus qui aurait été généré par un métier, donc le workflow, par exemple, que je vous ai montré, en quelques clics, on va avoir un module qui va nous résumer tout un processus utilisateur. Donc, qui va expliquer, bien sûr en langage naturel, toutes les étapes qu'un métier a fait pour établir ce workflow, par exemple. Donc, en quelques clics, on va rajouter une couche de documentation qui rentre aussi dans cette logique de gouvernance. On va avoir toute cette logique de connexion par exemple, à des modèles, on parlait des modèles Llama. Nous, on a un connecteur OpenAI qui est déjà intégré où on peut venir, en fait, grâce à ce connecteur, mettre en place, je dirais, un processus et un workflow qui va nous permettre, en fait, d'intégrer via, en fait, du langage naturel, du questionnement, ben voilà, fais-moi la traduction de telle, par exemple, facture qui aura été extraite d'un PDF. Vu qu'on est très agnostique, on peut faire de l'extraction de PDF, se connecter à un modèle qui va nous permettre de mettre en place un processus dynamique qui va peut-être nous traduire certaines mentions légales qui sont en espagnol, par exemple, qui ont été extraites d'un PDF, et mettre tout ça dans un format propre, nettoyé, qui pourra ensuite être exploité dans le cadre d'un reporting, par exemple. Et tout ça au sein de la même plateforme qui est gouvernée par l'IT, mais exploitée par le métier. On va avoir aussi cette partie, comme je disais, les trois parties de ML. Donc, encore une fois, la première, je dirais, on est axé sur le métier, donc on va avoir toute une logique auto-ML, je pense que vous connaissez. C'est du clic-bouton avec des algorithmes préconfigurés, comme ceux que j'ai mentionnés plus tôt, qui va permettre en fait de faire des recommandations à l'utilisateur. Pour dire, par exemple, le modèle boosté plus approprié selon les variables que tu as rentrées, qui nous permettra de prédire sur ta liste de vendeurs quels sont les vendeurs les plus probables de churner sur les mois à venir, par exemple. Donc ça, c'est un use case type. On va avoir aussi sur notre outil SaaS Auto Insight tout ce qui est vraiment l'application de AI générative. Excusez-moi, on va pouvoir produire de la documentation, des PowerPoint à partir en fait pour comprendre les causalités à effet, par exemple à partir d'un jeu de données. Pour aller très rapidement, je vais juste prendre quelques minutes pour parler de quel usage. Une minute, très rapidement. Heureusement, j'ai l'habitude de le faire plus long. Je voulais prendre le temps de parler d'use case qui intègre aujourd'hui, comme on le disait, cette IA générative. Aujourd'hui, on a un client en Allemagne qui s'appelle Lidl, qui exploite Alteryx à son plus haut potentiel et qui, grâce à Alteryx et à nos possibilités de connectivité, ont pu se connecter en fait et exploiter leur LLM interne pour pouvoir faire du reporting, générer du reporting financier. Donc aujourd'hui, ils ont des reportings de différentes Lidl, comme vous connaissez, sont dans l'Europe entière. Et en fait, ils ont des reportings dans différentes langues différentes qui proviennent de différentes entités. Et grâce à Alteryx, ils ont pu non seulement mettre en qualité toutes leurs données, s'assurer de traduire une partie en fait de leur reporting en fait qui était en langue étrangère pour la traduire en allemand automatiquement grâce à Alteryx, et ensuite tout ça consolider et s'assurer de mettre toutes les étapes d'alerte et de mise en place grâce à Alteryx, afin de produire le reporting financier. Donc tout ça au sein d'une même plateforme. Je vais vous passer outre, j'ai plusieurs cas d'usage dont je peux vous parler qui permet en fait qui met en exergue l'application du ML
d'IA générative au sein d'Alterix. Je pourrais prendre le temps d'en parler un peu plus, mais bon, vu que j'ai que 15 minutes, j'ai laissé la main à Didier. N'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. Merci beaucoup. Ouais, je mets les slides. Voilà. En fait, je vais pouvoir être plus rapide parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais intention de vous dire qui ont été dites. Donc, du coup, je passerai plus rapidement en présentation. Voilà, donc la caméra, on règle. Voilà, c'est fait. C'est bon. Voilà. Donc, je vais prendre ta souris. Tiens, hop, prends la souris. Voilà. Donc, on m'a déjà présenté, donc je ne vais pas me représenter. Juste une petite chose, mon expérience de no-code, en fait, mon expérience data, elle a à peu près une quarantaine d'années. Où j'ai commencé à manipuler des données avec du code, parce que moi, ça me dérangeait pas trop. Moi, ça allait. J'ai fait du Nomad, un truc qui a complètement disparu chez Exxon. Après, je me retrouvé avec un logiciel de base de données FileMaker, et je faisais des tas de choses vachement sympathiques, et j'ai essayé de convaincre des gens que c'était bien. J'ai convaincu personne. Parce que même si c'était un truc qui était vraiment bien fait, sympathique, etc., il fallait, même s'il y avait une approche un petit peu no-code, on était obligé de faire des scripts. Même si on cliquait pour faire le truc, j'étais le seul je crois que j'ai dû convaincre une personne, à vouloir bien faire du code. Donc c'était un peu un échec, tout ça. Et à l'occasion d'une première mission à la Société Générale, j'ai dû, en fait, pour répondre à la BCE, nettoyer des fichiers qui étaient pas terribles. Ils avaient été refusés, et il fallait absolument, avant la fin de l'année, les nettoyer. Et on avait chiffré ça, la banque avait 800 jours de boulot. Bon, vu les délais, on nous a dit, si vous le faites en 100 jours, c'est bon. Parce que c'est juste parce qu'après, 800 jours, ça passe pas. Et donc, en fait, à deux, on a repris tout ça avec Alteryx, et on a pu livrer les fichiers à la BCE, c'était juste nickel. Parce qu'en fait, c'était le fait que nos codes, de pouvoir travailler en commun et rapidement voir ce que faisaient les autres, était vraiment génial. Ce que je voulais vous dire, c'est déjà, en fait, prendre un peu de recul, c'est que, comme ça a déjà été dit, il y a l'IT, il y a les métiers, et il y a toujours une petite zone de friction, ça marche pas toujours très très bien. Mais chacun a un peu ses avantages et ses inconvénients. Il faut pour pouvoir trouver un bon compromis. Si on fait on est que sur l'IT, il y a des délais de livraison, c'est pas toujours ce que l'on veut, on a plus changé d'avis entre temps. Donc même si on fait de l'agile, etc., c'est pas forcément la panacée. Et du coup, on se débrouille avec Excel. Le problème, c'est qu'Excel, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. C'est que c'est fragmenté. On a des problèmes d'accès aux données. Par exemple, le projet que j'avais à faire, j'avais 17 périodes, 5 fichiers par période. Les fichiers n'étaient pas énormes. Il y en avait qui faisaient 5000 lignes, mais ça fait 200 colonnes. Rien que pour les ouvrir, c'était une douleur. Avec Alteryx, on met les fichiers, on les met dans un dossier. Et tous les outils de no-code permettent de le faire. Je crois que c'est un des gros avantages que trouve Total avec Love Data, c'est qu'en fait, il va extraire toutes les données d'un coup, et on peut après les manipuler tranquillement, sans se poser le problème de les manipuler. Point suivant. Oui, ça c'est très important. C'est en fait chaque rôle dans l'organisation. Il est vraiment très important pour moi, pour les leaders, le leadership, en fait, de vraiment bien poser le problème, définir ses attentes. Moi, j'ai eu ma mission parce que un CFO a dit qu'il fallait Alteryx. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode. Il faut que la CFO se dise, c'est ça mon problème. Et après, c'est à la DSI qui a un rôle très important de fournir l'infrastructure, et notamment pour les données, parce que je pense que c'est vraiment la DSI qui est là pour s'occuper des données, et au métier de choisir les solutions qui leur conviennent, et selon les capacités, je ne peux pas en oublier, déjà les expertises qu'ils ont. Bon, si on est une bande de codeurs qui veulent absolument faire du code, pourquoi pas? Moi, j'ai connu des codeurs, il y a une équipe de codage à l'UIB en Tunisie, ils ont fini par laisser tomber complètement Python, parce qu'ils étaient 5 fois plus rapides avec un outil no-code. En l'occurrence, là, c'était Alteryx dans ce cas-là. Il y a aussi les problématiques, il faut se poser la question, est-ce qu'on fait de la production de rapports, donc des closings, des choses comme ça, ou est-ce qu'on fait du contrôle qualité ou de l'audit?
les démarches sont un peu différentes, les outils sont pas les mêmes. Et c'est ça qui est important, c'est pas ce qu'a envie de faire choisir le CFO. Les processus sont plus ou moins complexes. Il y a des processus où il suffit de manipuler les données, c'est simple. Il y a des processus où il y a moi j'ai eu des processus récursifs de compensation. Ben là, il faut avoir des outils qui sont capables d'encaisser ça. Tous ne sont pas le faire, donc il faut bien choisir l'outil qui convient. Et il y a aussi les contraintes réglementaires, et en particulier du RGPD, les contraintes de confidentialité qu'il faut prendre en compte, et de pistes d'audit. L'accès aux données, le maillon faible, c'est là, pardon. On a déjà parlé. C'est s'il n'y a pas d'accès aux données, ça ne fonctionne pas. Le no-code, bon, c'est bien, mais ça a déjà été dit. Il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles il faut faire attention. Donc, il y a la partie gouvernance des données. On en a parlé avec des nodos. On en a parlé au niveau de data quality. Ça, c'est indispensable. Et souvent, moi, mon expérience de 5 ans de déploiement de no-code, c'est le parent pauvre. Donc, à la limite, là, moi, je suis en mission là depuis 4 mois. J'ai pas encore pu avoir la conversation, mais je l'aurai. Je les aurai. Et il y a une chose qui est très importante, c'est la maîtrise des processus. Donc, il faut la documentation. Alors, l'intérêt du no-code, c'est qu'il est autodocumenté. Avec les love data, chaque fois qu'on fait une manip, c'est enregistré et on peut ressortir un PDF avec tout ce qu'on en a fait comme opération, y compris un changement d'une cellule. On change une cellule, c'est enregistré. Alors que si on fait un process sur Excel, alors attends, je vais un filtre, donc alors je vais noter, je mets un filtre, après je vais faire un tri, etc. Il faut tout noter à la main, à la mano, avec des outils no-code, tout est enregistré, et si on veut rejouer l'affaire, on appuie sur un bouton. Avec Excel, on veut tout refaire. Ça c'est la piste d'audit. Et puis, une chose qu'il faut faire également, c'est gérer le cycle de vie de ces applications. C'est-à-dire, c'est de voir quand c'est en phase développement, c'est en phase développement, bien repérer, quand on est en production, gérer les montées en version, et quand on n'a plus besoin, savoir tout décommissionner comme il faut. Voilà, c'est Oui, une chose importante, on l'a déjà dit, je le répète, le no-code, c'est une occasion de casser les silos. Déjà, on a cassé avec une plateforme unifiée, on a permis à regrouper tous les process, mais c'est aussi une manière de regrouper toutes les équipes et qu'elles parlent entre elles. Et ça, c'est quelque chose d'important. On peut partager des solutions qui ont été développées par une équipe, peuvent être partagées par une autre équipe. Par exemple, là où je suis, on a créé un générateur de journaux SAP pour faire les imports d'écriture comptable. Mais il y a 80% des cas d'usage qui vont utiliser cette procédure-là. C'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. On l'a fait une fois. Après, le reste, c'est tout facile. Et ça va prévoir de levier. Il y a aussi une problème d'utilisation des capacités de production. Quand je dis pas de production, c'est les serveurs qui vont être utilisés pour délivrer les rapports, les orchestrer. Il faut pouvoir gérer cette production. Et ça, c'est quelque chose de bien. Il ne faut pas avoir trop de serveurs. Donc, c'est toujours optimisé d'avoir le minimum de serveurs pour pouvoir livrer le maximum. En fait, ce que je faisais en raffinerie pour le pétrole, je le refais avec les données maintenant. Piloter le progrès, c'est-à-dire faire un suivi de tous les cas d'usage, les répertorier, et identifier les bonnes idées, faire de la cross-fertilisation. Moi, je me suis rendu compte que certains cas d'usage étaient faits dans 3 filiales différentes ou 4 filiales différentes, et en fait, c'était la même chose. Donc, il faut que les gens se parlent, et il y a un accompagnement qui est nécessaire à ce niveau-là, et je finis par l'animation de la communauté, qui est quelque chose de très important, parce que c'est vraiment là, les gens doivent parler entre eux. On peut avoir un wiki dans lequel on partage toutes les documentations. On peut organiser des échanges de bonnes pratiques. Il y a des réunions internes d'utilisateurs et il y a également des réunions interentreprises. Tous les trimestres, on se retrouve un RULR avec d'autres utilisateurs et on apprend beaucoup de choses. Et j'ai presque fini. Et sur le dernier, c'est vraiment le pire slide de ma vie. Et je vais finir là-dessus. C'est qu'en fait, c'est pas que du gain de temps. On chiffre beaucoup l'intérêt d'utilisation du no-code et parce que c'est de l'automatisation. C'est beaucoup d'automatisation qu'on fait avec du no-code. Mais je pense qu'il y a un aspect collaboration qui est aussi très important. Oups!
Qu'est-ce qui est passé mon truc? J'appuie sur quelque chose. La caméra t'a perdu, c'est tout. Voilà. C'est bon, changer de personne. Voilà, voilà. Mais tout ça, je ne vais pas vous le décrire, mais en fait, c'est tout un tas de micro-bénéfices qui amènent en fait à une réduction du risque opérationnel, une meilleure qualité. Et en fait, les audits, ça se passe comme ça. Parce que quand moi j'ai passé un audit avec l'inspection générale, on a eu la réponse était vous êtes allé au-delà de nos recommandations. Quand un auditeur vous dit, un inspection générale vous dit ça, hein, on est content. Et on finit bien motivé. Et ça donne la poche. Fini. Dernière salle de questions peut-être? Ben oui. Pour nous, alors hop, on va se mettre là, parce que je pense, voilà. Voilà, on va donner la parole à notre intervenant, tous là, et on va essayer de répondre à vos questions. Nous allons prendre quelques questions et le reste des questions sera traité pendant le cocktail. Oui. Ah, ouais. Merci, donc merci à tous. Didier a un peu répondu à ma question. En fait, moi, c'était une question qui s'adressait à Desmodo, donc Vincent. Merci beaucoup. En fait, tu mentionnais, me semble-t-il, qu'au départ, c'était traditionnel, du code traditionnel, et maintenant, il y avait une partie en no-code. Alors, j'avais deux questions. Combien aujourd'hui est migré, si on peut parler en no-code, et comment se passe, voilà, comment ça s'est passé, voilà. Alors, d'abord, enfin, je suis pas allé vraiment dans les personas, mais il y a beaucoup de no-code, mais le no-code ne veut pas dire pas de code du tout. C'est-à-dire qu'on prend les cours du no-code avec toujours la possibilité de débrayer. Donc moi, le premier, je sais pas écrire, enfin, je sais écrire du SQL. Par contre, quand vous voyez que je génère avec l'intelligence artificielle une requête SQL, ça me permet en no-code d'avoir cette requête. Ça me permet de gagner du temps pour construire ce que je sais ou pour valider ce que je fais. Donc, en fait, progressivement, on a commencé, Desmodo à 25 ans, on est issu d'un laboratoire de recherche de l'Université de la Corogne, donc on vient du monde universitaire. À la base, avant d'inventer la virtualisation de données, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un besoin d'aller, notamment nos premiers clients, c'était Inditex, donc Zara, et ils avaient besoin de comparer les prix sur Internet. Et donc, d'aller pouvoir chercher les prix sur les différents sites. Et on a commencé à développer une technologie qui permettait d'aller requêter les sites Internet. Puis ensuite, toutes ces données, on a des prix sur Amazon, on a sur Galeries Lafayette, Monoprix ou autre. Il faut les centraliser quelque part. Il faut le voir. Est-ce qu'on crée une base de données? Est-ce qu'on virtualise? C'est comme ça que progressivement, on a créé de la virtualisation de données. Et donc, on est à une version 9 de notre produit. Et on a commencé, essentiellement, c'était d'abord un moteur codé qui permet de faire du scrolling. Ensuite, on a commencé à utiliser des connecteurs. Donc un connecteur, c'est quelque part, ce que je disais, c'est on opère un protocole et on sait lire un format de fichier. Donc déjà, il n'y a plus de code. On donne juste des droits d'accès, on demande des droits d'accès. Et puis ensuite, un connecteur, quand on a une source de données, il faut savoir ce que la source de données s'est gérée. Donc on a développé de plus en plus. Donc il y a énorme, même si on fait encore un peu de code, on ne se rend pas compte de la quantité de code qu'il y a dessous qui est fait automatiquement dans le no-code. C'est-à-dire que aujourd'hui, les fabricants de microprocesseurs, il n'y en a plus beaucoup. Donc, quand Apple sort une nouvelle machine, ils ont peut-être, ils ont souvent des centaines d'ingénieurs, mais tout se fait au-dessus. C'est les services sur les microprocesseurs, sur la gestion. Et c'est ça. Donc, aujourd'hui, on a du low-code, on fait que avec de l'interface graphique. Et puis, il y a quelques experts qui vont optimiser des requêtes, qui vont revoir ce qui est généré, parce qu'on a toujours besoin de... Voilà. Oui, je vais juste te donner une petite définition de l'IA. On a beaucoup parlé d'IA, mais intelligence, déjà définir l'intelligence, c'est très compliqué. Alors, l'intelligence artificielle, ça n'arrange pas les choses. Donc, on peut dire que c'est l'intelligence des machines. Et pour moi, il y en a deux grands types. On n'a pas, et là, on n'a parlé que d'un seul des types. L'IA déterministe, c'est les robots qui fabriquent les automobiles chez Renault. Et puis, l'IA qui fonctionne sur des règles, pas statistique, et puis l'IA stochastique qui utilise la statistique. Et là, vous avez toute une jungle d'IA, dont l'IA générative qui n'est qu'une partie. Peut-être que vous pouvez élaborer un petit peu sur ce sujet, notamment pour clarifier où se place l'IA générative dans l'ensemble de l'IA stochastique. Ouais. Bon,
là, C'est une question qui est un peu liée à ça. Ouais, justement, puis on comprendra. En fait, on a parlé d'accès aux données, on a parlé de rapports, d'audit éventuellement, puis on a parlé un tout petit peu de machine learning. Et en fait, ma question, c'est comment on constitue, enfin, quels sont les outils pour constituer les bons échantillons de données auxquels on va appliquer des modèles pour faire non plus de l'audit, mais de la prévision, par exemple. Et donc, effectivement, ça peut être statistique ou autre chose, mais il y a une problématique d'échantillon et de qualité de l'échantillon. Et j'ai pas entendu aucun de vous aborder ce point-là. Alors, est-ce que c'est du work in progress? Est-ce que c'est pas votre métier? Est-ce que... Je sais pas, je vais peut-être essayer de répondre, mais la qualité, en fait, c'était le point de un peu tout le monde d'ailleurs, en particulier de Jean-Christophe. De l'échantillon, Voilà. c'est un échantillon non biaisé, pas de la qualité des données individuelles à l'intérieur. Et c'est pour ça, je pense qu'on a besoin des métiers justement pour construire des échantillons non biaisés. Après, en termes de construction de modèles, donc il y a pas mal d'outils qui permettent ça. Les data scientists vont prendre des bibliothèques Python qui connaissent très très bien, qui maîtrisent parfaitement. À l'extrême, pour les gens qui sont moins expérimentés et qui n'ont pas le temps de se plonger là-dedans, il y a ce qu'on appelle l'AutoML qui a été ciblé par Anne, qui est en fait des outils qui vont analyser les données qu'on leur rentre. Ils vont déjà repérer, bon ça c'est un index, celui-là je suis pas tellement sûr qu'il va être très utile. Hein. Donc il va spontanément vous dire que celui-là il va pas. Il va vous demander quelle est la variable que vous voulez prédire, selon que ce soit une variable qui soit étiquetée ou une variable une valeur, va vous proposer des modèles, soit une régression linéaire, soit une régression logistique, ou d'autres modèles. Et en fait, et d'ailleurs au niveau des modèles qui sont proposés, c'est aussi bien du modèle. Alors moi j'aime plutôt les modèles implicites, type régression linéaire. Et les modèles explicites, pardon, régression linéaire, j'ai inversé la purée, dis donc. Je ne serais pas content Axel Sipel s'il m'entendait. Les modèles qui sont implicites, ou ça c'est du machine learning. Alors quand on dit implicite, c'est qu'on ne sait pas trop ce que veulent dire les poids, hein, pour tout dire. Hein. On n'a pas trop d'idées. Mais les deux, en fait, pour faire une même prédiction, on peut utiliser les deux. Et après, dans le cas d'Alteris, on garde toujours de côté un petit échantillon. Hein, on a séparé son échantillon, il y a un échantillon qui sert à l'entraînement, il y a une partie qui n'a pas du tout vu l'entraînement, et ce jeu-là, on le fait tourner, et c'est là où il y a une deuxième partie, la dernière partie, d'analyse, avec les fameuses matrices comment on dit déjà, les matrices de confusion, qui permet de dire, ce modèle-là, en fait, de juger, et ça c'est pour ça que les métiers sont très importants, étudier quel modèle est le plus approprié sur le jeu de données qui a été entraîné. Et ça, c'est pas une question dans l'absolu. Ouais. C'est que ça dépend de la tolérance que l'on a aux faux positifs ou aux faux négatifs. Ça dépend. Il y a des gens, le modèle, non, celui-là, il me plaît vraiment beaucoup, c'est mieux. D'autres, non, ça c'est surtout pas. Et tout dépend un peu des métiers. Mais non, c'était juste pour rebondir aussi sur la question, c'est aussi à qui vous vous adressez, qui va faire ces tâches-là. C'est très important d'adresser le bon persona. Ça, c'est une réflexion, par exemple, que vient d'écrire Didier. Et pourquoi en fait il y a de l'auto-ML, c'est qu'il y a des personnes en fait qui n'ont pas juste cette compétence ou cette appétence à pouvoir en faire cette déduction. Ça j'ai bien compris. Voilà. Ah oui, c'est pour savoir quel était l'outil. Et si l'échantillon n'est pas de bonne qualité, ça peut lui appliquer n'importe quel modèle. Ça ne marchera pas. Si l'échantillon sur lequel le modèle est entraîné n'est pas homogène par rapport aux données de production, ça va dériver aussi. Donc, est-ce que dans l'une ou l'autre de vos solutions, il y a des briques qui adressent ce moi, je vais répondre. La tendance, c'est toujours dire oui, mais c'est faux. Non. Donc, moi, je préfère dire non et être honnête. Parce que pour faire plaisir, on va toujours dire oui, on est éditeur, je sais faire. C'est pas vrai. Nous, par exemple, en ce qui nous concerne, on est plombier. On va permettre d'amener la donnée. Après, on comprend la création des modèles, c'est pas notre métier. Donc, le premier enjeu, c'est d'avoir la donnée. Ensuite, il y a un enjeu de transformation de qualité. Ensuite, il y a un autre enjeu qui est un enjeu de gouvernance et de faciliter la mise en œuvre des modèles. Maintenant, donc, en fait, quand on regarde ce qu'on fait, on parlait d'intelligence artificielle, d'intelligence artificielle, notamment les robots. Là, c'est plutôt de l'automatisation. Après, il y a aussi du deep learning. Oui. Donc, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on utilise des outils comme Denodo, comme Tale of Data pour alimenter des moteurs
qui vont faire de l'apprentissage. Donc, je parlais de embedding. L'embedding, c'est pas notre métier. Alors, si notre métier, c'est le embedding d'un métamodèle, c'est notre métier. C'est ce qu'on fait nous. Mais moi, j'ai pas vocation à embedder des contrats ou des factures. C'est pas du tout ça. Donc, on va faire appel à des experts. Par contre, pour construire la solution, il faut amener la donnée, il faut la mettre en la qualité, il faut avoir les bons outils de gouvernance. Et donc, c'est là où on se positionne. Par rapport à votre question que vous avez posée sur l'échantillonnage, en fait, je l'ai peut-être un petit peu abordé, mais rapidement. Pendant la phase où travaille le data scientist, il va faire au mieux, il va qualifier son échantillon. Il va avoir un certain nombre de métriques. Il faut que dans cette colonne, il n'y ait pas de valeur manquante, sinon c'est catastrophique pour mon algorithme. Il faut que là, ce soit une colonne numérique, donc il va faire son feature engineering pour transformer ce qui va bien. Il va avoir des métriques. Il va obtenir un modèle qu'il va mettre en production. Et le risque, alors je ne sais pas si je comprends bien votre question, mais c'est que dans 2 semaines, après la mise en production, les données sont plus celles, par rapport aux contraintes qu'on avait fixées, celles qu'on attend lors de l'apprentissage, en termes de qualité, en termes de format. C'est pour ça que nous, on pense qu'il faut monitorer et lancer des alertes quand les modèles sont en production. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous prémunir du fait que quand vous travaillez sur votre échantillon en phase de création du modèle, c'est un échantillon, même s'il est très gros, même si vous avez fait beaucoup de data quality, vous ne pouvez pas vous prémunir du fait qu'une fois en production, il sera alimenté par des données de qualité égale. Donc, vous devez avoir une alerte quelque part qui sonne dans votre process pour dire, le modèle, là, on est descendu en dessous de certains seuils, et donc, la sortie de ce modèle, on peut plus lui faire confiance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut pas se régler à design time, c'est-à-dire au moment où vous faites le modèle. Et je pense que là, on a un sujet pour une prochaine conférence de toutes les questions qui ont sur l'IA. Je pense qu'on fasse quelque chose sur pour creuser plutôt le sujet intelligence artificielle. Et voilà. Il manque une brique dans le panel, c'est la gouvernance des données et des modèles. Parce que le vrai enjeu, c'est l'utilisation qu'on fait des modèles. On parle de RGPD, on a un droit à l'oubli, mais dans la RGPD, il y a aussi une obligation de pouvoir documenter le type d'utilisation et de transformation qu'on applique sur la donnée. Et aujourd'hui, il y a aussi l'utilisation qu'on fait des modèles. Donc, il y a un vrai sujet sur la gouvernance des modèles. Donc, c'est encore un autre pan. Et il y avait une autre question. Non, c'est fini. Je suis obligé malheureusement d'annoncer la fin de cette soirée pour des raisons de disponibilité de l'accès à la salle. Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement nos 4 intervenants. Je ne sais pas si j'ai tout compris. J'ai en tout cas découvert un univers et je vous en remercie beaucoup. Et j'ai bien compris que si je reste au cocktail, j'en saurai un petit peu plus. Un grand merci à vous. Un grand merci aussi à notre club créateur qui a créé cette soirée et qui a trouvé le casting magique de ce soir. C'est l'occasion pour moi de vous donner nos prochains rendez-vous, puisque comme je vous l'ai dit, notre association couvre 3 clubs, créateurs, repreneurs et accompagnement. Notre prochaine soirée sera celle animée par le club des repreneurs le 3 décembre. Vous recevrez toute la pub sur le sujet et ce sera sur le thème de l'assurance de la garantie d'actifs et de passifs. Et puis la soirée suivante sera le 16 décembre, une soirée organisée par le club accompagnement et ce sera sur le binôme accompagnant-accompagné, qui est toujours l'occasion de vifs débats. À tous, un grand merci, bonne soirée et tous ceux qui restent peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent pendant notre cocktail.